C'était le jour tant attendu de notre croisière en Méditerranée. Après des années à m'occuper de tout le monde sauf de moi-même, j'étais enfin prête à profiter de quelques jours de repos en compagnie de mon fils Thomas et de ma belle-fille Céline. J'avais préparé ma valise avec soin, choisi ma plus jolie robe d'été et j'attendais devant la porte quand mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Maman, nous avons décidé que tu ne viens pas avec nous en croisière. Nous préférons partir uniquement en famille. » Mon cœur s'est arrêté. Cette croisière dont j'avais tant rêvé venait de disparaître en quelques mots. J'étais là, debout dans mon salon, ma valise à mes pieds, essayant de comprendre comment mon propre fils pouvait m'exclure aussi froidement. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Nous adorons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 62 ans et j'habite désormais seule dans un petit appartement près de Saint-Malo, en Bretagne. Mais il y a quelques mois encore, ma vie était bien différente. Veuve depuis 15 ans, j'avais consacré toute mon existence à mon fils unique, Thomas. Après la mort de son père, j'ai travaillé sans relâche comme comptable pour lui offrir une bonne éducation, des études supérieures à Rennes et tout ce dont un jeune homme pouvait rêver. Quand Thomas a rencontré Céline il y a 6 ans, j'étais sincèrement heureuse pour lui. Elle venait d'une famille aisée de Dinard et semblait apporter à mon fils une certaine stabilité. Leur mariage a été magnifique, même si j'ai remarqué que mon nom était bizarrement absent de plusieurs discours et remerciements. Mais je me suis dit que c'était leur jour, pas le mien. Les premières années se sont bien passées. Enfin, c'est ce que je croyais. Thomas et Céline vivaient dans un appartement modeste à Rennes et je les aidais régulièrement. Un peu d'argent par-ci pour les meubles, un prêt par-là pour la voiture. Quand ils ont voulu acheter une maison, j'ai proposé de mettre mon nom sur l'acte de propriété comme co-acquéreur principal, car le rapport personnel était insuffisant pour la banque. J'ai payé l'intégralité du premier versement et la majorité des mensualités pendant 5 années. La maison était une jolie bâtisse en pierre près de Cancale, avec vue sur la mer. Je me disais qu'un jour, peut-être, je pourrais y passer mes vieux jours entouré de ma famille. Thomas me répétait souvent « Ne t'inquiète pas, maman, c'est notre maison à tous, nous sommes une famille. » Le mot « famille » revenait sans cesse dans sa bouche. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Les déjeuners du dimanche sont devenus moins fréquents. Céline trouvait toujours une excuse. Elle était fatiguée, ils avaient des projets, ma façon de parler était trop directe. Puis sont venues les grandes occasions manquées. Je n'ai pas été invitée à l'anniversaire surprise de Thomas organisé par Céline. On m'a expliqué que c'était entre amis. Quand leur fille Léa est née, j'ai appris la nouvelle par téléphone, alors que toute la famille de Céline était à la maternité. Malgré tout, je continuais à aider. Quand ils ont eu besoin d'argent pour rénover la cuisine, j'ai donné 5 000 €. Quand leur voiture est tombée en panne, j'ai prêté la mienne pendant 2 mois. Pendant la pandémie, quand Thomas a été en chômage partiel, j'ai payé 4 mensualités complètes de leur prêt immobilier sans jamais demander de remboursement. Et maintenant, 1 mois après avoir versé la dernière mensualité de cette maison, je n'étais plus famille de Verdade. Ce message sur la croisière était la goutte d'eau. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone encore à la main. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, mais quelque chose de plus profond. Une clarté soudaine. Pendant des années, j'avais accepté les miettes d'affection qu'on voulait bien me donner, en espérant qu'un jour les choses changeraient. Le lendemain, sans prévenir personne, je suis allée voir Maître Dubois, mon notaire depuis 20 ans. J'ai apporté tous les documents concernant la maison de Cancale, l'acte de propriété avec mon nom comme propriétaire principal, les relevés bancaires prouvant tous mes versements, les reçus des travaux que j'avais financés. « Claire, vous avez tous les droits sur cette propriété », m'a-t-il confirmé après avoir examiné les papiers. Légalement, vous pouvez la vendre sans leur autorisation. 3 jours plus tard, alors que Thomas et Céline profitaient de leur croisière en Méditerranée, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Des dépenses importantes apparaissaient sur ma carte bancaire. Un spa de luxe, un restaurant gastronomique, des excursions privées. Ils utilisaient ma carte, celle qui était restée enregistrée pour la réservation initiale. C'était le signe que j'attendais. J'ai appelé immédiatement une agence immobilière discrète de Saint-Malo et mis la maison en vente. Le prix était juste,
l'emplacement exceptionnel. En moins de 10 jours, un couple de Parisiens cherchant une résidence secondaire a fait une offre d'achat comptant. J'ai signé l'acte de vente chez Maître Dubois un mercredi matin. Les nouveaux propriétaires prendraient possession des lieux le jour exact du retour de Thomas et Céline de leur voyage. En sortant de chez le notaire, j'ai regardé la mer au loin. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais ni coupable ni triste. Je me sentais libre. Libre de cesser d'être celle qu'on appelait seulement quand on avait besoin d'argent. Libre de définir moi-même ce que signifiait être une famille. Cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de dignité retrouvée. Les jours suivants cette vente passèrent dans un étrange mélange de sérénité et d'anticipation. J'avais loué un petit appartement en bord de mer à Saint-Malo, un 2 pièces lumineux au 3e étage, avec une vue directe sur la plage. Chaque matin, je me réveillais au son des vagues, un luxe que je ne m'étais jamais offert. Ce n'était pas la première fois que Thomas me blessait. En y repensant calmement, je réalisais que les signes étaient là depuis des années. Il y avait eu ce Noël où Céline m'avait offert un cadeau manifestement acheté à la dernière minute, un foulard bon marché encore avec son étiquette de solde, alors que j'avais passé des semaines à choisir leur présent. Il y avait eu cet anniversaire de Léa, où j'étais arrivée avec un gâteau fait maison, pour découvrir que Céline en avait commandé un autre, reléguant le mien à la cuisine sans même le déballer. Les petites humiliations s'étaient accumulées comme des grains de sable. Prises individuellement, elles semblaient insignifiantes. Mais ensemble, elles formaient une dune qui m'étouffait peu à peu. Les remarques de Céline sur mes vêtements démodés, ses soupirs quand j'exprimais une opinion, sa façon de changer de sujet quand je parlais. Thomas, lui, ne disait rien. Son silence était devenu sa signature. Ce qui me faisait le plus mal n'était pas tant leur comportement que ma propre complaisance. Pendant des années, j'avais accepté ces miettes d'affection en me disant que c'était normal, que les jeunes couples avaient besoin d'espace, que je devais être compréhensive. Je m'étais effacée progressivement, réduisant mes attentes jusqu'à ce qu'elles deviennent presque inexistantes. La vente de la maison n'était pas un acte de colère, c'était un acte de lucidité. Cette propriété représentait 45 000 € de mon épargne de retraite, sans compter les 5 années de mensualité que j'avais assumées presque seule. Thomas et Céline avaient contribué à environ 30% du total, essentiellement ces 2 dernières années. Le reste venait de moi, de mes heures supplémentaires, de mes vacances non prises, de mes propres rêves mis de côté. Maître Dubois m'avait tout expliqué lors de notre rendez-vous. En droit français, Claire, vous êtes l'acquéreur principal. Votre nom figure en premier sur l'acte notarié, et vous avez financé plus de 70% de l'acquisition. Vous n'avez jamais signé de donation ou de promesse de transfert de propriété. Légalement, cette maison est la vôtre. Il avait marqué une pause avant d'ajouter. Vous avez tout à fait le droit de la vendre. Mais êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi ? Les conséquences familiales pourraient être importantes. J'avais réfléchi longuement à sa question. Maître Dubois, pendant 15 ans, j'ai tout donné pour mon fils. Mon temps, mon énergie, mon argent. Et je l'ai fait avec joie, parce que c'est ce que font les mères. Mais il arrive un moment où donner sans recevoir ne s'appelle plus de l'amour. Cela s'appelle se perdre soi-même. La vente s'était déroulée avec une rapidité surprenante. Les acheteurs, monsieur et madame Bertrand, un couple de retraités parisiens, cherchaient depuis des mois une maison en Bretagne. Ils ont accepté mon prix sans négocier et ont payé comptant. En 2 semaines, tout était réglé. J'avais demandé à Maître Dubois de programmer la signature finale pour le jour exact du retour de Thomas et Céline. Ce n'était pas par cruauté, mais par nécessité pratique. Je voulais qu'ils trouvent la notification officielle en rentrant, qu'ils comprennent que ma décision était irrévocable. Entre-temps, j'organisais mon déménagement dans le petit appartement de Saint-Malo. Je n'avais emporté que l'essentiel, mes vêtements, quelques livres, des photos de Thomas enfant. Curieusement, je ne ressentais aucun regret. Chaque carton que je déballais dans mon nouveau chez-moi me semblait plus léger. Mon appartement était modeste mais suffisant. Une chambre douillette, un salon avec une grande fenêtre donnant sur la mer, une cuisine fonctionnelle. Sur le balcon, j'avais installé 2 chaises et une petite table où je prenais mon café chaque matin. Pour la première fois depuis des années, je vivais selon mon propre rythme, sans attendre un appel qui ne venait jamais, sans espérer une invitation qui se matérialisait rarement.
Le 5e jour après mon installation, j'ai reçu un message de Sylvie, une ancienne collègue devenue amie. « Claire, j'ai appris que tu as déménagé à Saint-Malo. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Nous nous sommes retrouvés pour déjeuner dans une crêperie du port. Sylvie m'écoutait sans m'interrompre pendant que je lui racontais tout. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa main sur la mienne. Tu sais ce qui me frappe le plus dans ton histoire ? Tu as attendu d'avoir 62 ans pour décider que tu comptais aussi. » Ces mots m'ont touché profondément. Elle avait raison. Pendant toute ma vie adulte, j'avais été l'épouse dévouée, puis la veuve courageuse, puis la mère sacrificielle. Je n'avais jamais été simplement Claire. Le soir du retour de Thomas et Céline approchait. J'avais fait déposer une lettre officielle de Maître Dubois sur leur porte. Elle expliquait simplement que la propriété avait été vendue légalement, que leurs affaires personnelles étaient stockées dans un garde-meuble à Rennes dont ils recevraient l'adresse et qu'ils avaient 30 jours pour les récupérer. Je n'éprouvais ni satisfaction ni tristesse, juste une sensation étrange de paix, comme si j'avais enfin posé un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Cette maison n'avait jamais vraiment été un foyer. Elle avait été un symbole de mon besoin d'appartenir à leur vie, d'avoir une place dans leur famille. Maintenant, assise sur mon balcon face à la mer, je comprenais que ma place n'avait jamais été là-bas. Elle était ici, dans ce petit appartement où personne ne me jugeait, où je pouvais respirer librement, où je recommençais enfin à être moi-même. Le téléphone a sonné 3 jours après leur retour. C'était Maître Dubois. Claire, comme prévu, Thomas et Céline ont découvert la notification. Leur avocat vient de me contacter. Il conteste la vente. Je m'y attendais. Sur quelle base juridique ? Ils prétendent qu'il existait un accord verbal entre vous, que vous auriez promis de leur transférer la propriété. Ils mentionnent également les mensualités qu'ils ont payées comme preuve de leur droit sur la maison. J'ai inspiré profondément, regardant la mer par ma fenêtre. Maître Dubois, nous n'avons jamais signé le moindre document à ce sujet. Jamais eu la moindre conversation formelle sur un transfert. Je le sais bien. Nous avons tous les éléments en notre faveur. Ne vous inquiétez pas. Les semaines suivantes furent étranges. Mon téléphone restait silencieux. J'avais bloqué temporairement leur numéro, non par méchanceté, mais pour préserver ma sérénité. Madeleine, la mère de Céline, m'envoya cependant un message inattendu. « Claire, je comprends votre décision. Léa demande après vous. Serait-il possible de la voir ?» Ce message m'a touchée. Madeleine avait toujours été juste, différente de sa fille. Ma petite Léa me manquait terriblement. Cet enfant de 5 ans n'avait aucune responsabilité dans les erreurs des adultes. « Bien sûr, Madeleine, quand vous voulez. » Nous avons convenu qu'elle amènerait Léa le dimanche suivant. En préparant des sablés bretons pour ma petite fille, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Une joie simple, sans arrière-pensée. 2 jours avant cette visite, Maître Dubois m'a rappelé. Son ton avait changé. « Claire, il y a du nouveau. L'avocat de Thomas et Céline propose un arrangement. » Quel genre d'arrangement ? Ils acceptent de retirer leur action en justice. En échange, ils demandent le remboursement des mensualités qu'ils ont effectivement payées, avec actualisation monétaire. J'ai réfléchi quelques instants. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement ? Maître Dubois a toussé légèrement. Apparemment, leur avocat a découvert des courriels échangés entre Céline et une amie. Des messages où elle discutait ouvertement de stratégies pour, s'approprier progressivement la propriété sans attendre que vous la leur transfériez volontairement. Dans l'un de ces messages, elle mentionne explicitement qu'aucun accord verbal n'existait réellement. Mon cœur s'est serré. Ce n'était donc pas seulement de la négligence ou de l'ingratitude, c'était prémédité. Comment ces courriels sont-ils apparus ? Je l'ignore. Peut-être quelqu'un de leur entourage qui a eu accès à l'ordinateur de Céline. Ce qui compte, c'est que leur avocat leur a fait comprendre qu'ils n'avaient aucune chance devant un tribunal. J'accepte l'arrangement, ai-je décidé après un silence. Calculer le montant exact de leur versement avec l'actualisation légale, je ne veux rien leur devoir. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de dignité. Je ne voulais pas qu'ils puissent prétendre que j'avais gardé ce qui leur appartenait légitimement. Le dimanche arriva. Quand j'ai ouvert la porte et vu Léa, mon cœur a fondu.
Elle portait une petite robe jaune et ses cheveux blonds étaient attachés en 2 couettes. En me voyant, elle a couru vers moi. « Mamie !» Je me suis agenouillée pour la serrer dans mes bras, respirant son odeur de shampoing à la fraise. « Ma chérie, tu m'as tellement manqué. » Madeleine est entrée discrètement. « Je reviens dans 2 heures, si cela vous convient. » Prenez votre temps, Madeleine. Et merci. Léa et moi avons passé un après-midi merveilleux. Nous avons fait des sablés ensemble, elle en a mis partout. Nous avons lu des histoires sur le balcon. Elle m'a raconté l'école, ses nouveaux copains, son institutrice qu'elle adorait. Pas une seule fois, elle n'a mentionné la maison ou les disputes. « Mamie, pourquoi tu habites ici maintenant ?» a-t-elle finalement demandé, avec cette franchise désarmante des enfants. « Parce que j'avais envie de vivre près de la mer, ma puce. Tu aimes la vue? Oui, on peut aller à la plage ?» Nous sommes descendus sur le sable. Léa a ramassé des coquillages pendant que je la surveillais. À cet instant, j'ai compris que ma décision était juste. Cette petite fille aurait toujours sa grand-mère, mais une grand-mère qui se respectait, qui établissait des limites saines. Quand Madeleine est revenue, elle m'a regardée avec une expression étrange. « Claire, puis-je vous parler un instant ?» Pendant que Léa rangeait ses coquillages dans un petit sac, Madeleine m'a parlé à voix basse. « Je voulais que vous sachiez quelque chose. Céline a perdu son emploi il y a 3 mois. Elle le cachait à tout le monde, même à Thomas pendant un moment. Il comptait sur la maison comme garantie pour obtenir un prêt et traverser cette période difficile. Cette information changeait certaines choses, sans tout justifier. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous méritez de connaître toute l'histoire. Je ne vous demande pas de les excuser ou de changer votre décision. Ce que vous avez fait était légitime. Mais parfois, comprendre le contexte aide à apaiser le cœur. Après leur départ, j'ai médité sur ces paroles. Les difficultés financières expliquaient peut-être leur désespoir, mais pas les années de petites humiliations, pas le message cruel sur la croisière, pas les plans manipulateurs révélés dans ces courriels. Le lendemain, j'ai signé le document autorisant le transfert de 28 000 € vers le compte de Thomas et Céline. C'était le montant exact de leur contribution, actualisé selon l'inflation. Je ne leur devais plus rien. Ce soir-là, assise sur mon balcon, j'ai réalisé que je me sentais plus légère qu'en 15 ans. J'avais fermé une porte, mais d'autres s'ouvraient. Ma relation avec Léa continuerait. Ma vie m'appartenait enfin. 3 semaines après le règlement financier, j'ai reçu un appel inattendu. Thomas. Sa voix était différente, plus grave, hésitante. « Maman, nous pourrions nous voir? Juste toi et moi. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du port de Saint-Malo. Quand il est entré, j'ai été frappée par son apparence. Il avait maigri, des cernes marquaient son visage. Il s'est assis en face de moi sans savoir comment commencer. « Je voulais te dire... » Il a marqué une longue pause. « Je voulais te présenter mes excuses. Pour tout, pour le message sur la croisière, pour t'avoir laissé à l'écart pendant des années, pour avoir profité de ta générosité. » J'ai bu une gorgée de thé, le laissant continuer. Céline et moi nous séparons. Cette nouvelle ne m'a pas surprise. Madeleine m'avait laissé entendre que leur couple battait de l'aile depuis longtemps. « Comment te sens-tu » ? Soulagée en fait. Il a regardé par la fenêtre vers la mer. Je crois que nous n'étions plus heureux depuis des années. Nous utilisions les problèmes extérieurs, l'argent, le travail, même toi, comme excuse pour ne pas affronter nos propres difficultés. Et Léa ? C'est pour elle que j'ai le plus peur. Nous n'avons pas encore trouvé les mots pour lui expliquer. Ses yeux se sont embués. « Maman, j'ai tellement honte de la façon dont je t'ai traitée. Pendant des années, j'ai laissé Céline dicter notre relation. Elle disait que tu étais contrôleuse, que tu voulais gérer nos vies. J'étais si amoureux que je l'ai cru. Thomas, nous faisons tous des erreurs. L'important est d'en prendre conscience. Ce que tu as fait, vendre la maison, c'était juste. J'aurais dû établir des limites bien avant. J'aurais dû te défendre. Sa vulnérabilité me touchait. C'était mon fils après tout. Que vas-tu faire maintenant ? J'ai loué un petit appartement à Rennes, près de mon travail. Nous avons demandé la garde alternée pour Léa. Il m'a regardé directement. « Maman, pourrais-tu me donner une seconde chance ? Pas pour l'argent ou quoi que ce soit.
juste pour être le fils que tu mérites. J'ai posé ma main sur la sienne. Les ponts ne se reconstruisent pas en un jour, Thomas. Mais oui, nous pouvons essayer, un pas à la fois. Les semaines suivantes ont marqué le début d'une nouvelle dynamique. Thomas venait me voir régulièrement, parfois seul, parfois avec Léa. Nous parlions de tout, du passé aussi, mais sans rancœur. Il me racontait son enfance, comment il s'était senti abandonné après la mort de son père, comment j'avais travaillé tellement pour nous faire vivre qu'il me voyait à peine. Je comprenais mieux certaines de ses fragilités. Un matin, j'ai pris une décision importante. J'ai appelé Maître Dubois. Je souhaite créer un fonds éducatif pour Léa, une somme bloquée jusqu'à ses 18 ans, exclusivement destinée à ses études supérieures. C'est un beau geste, Claire. Quel montant envisagez-vous ? 30 000 €. C'était environ 20% de ce que m'avait rapporté la vente. Je veux que ce soit protégé juridiquement. Ni Thomas ni Céline ne doivent pouvoir y toucher avant la majorité de Léa. Je vais préparer les documents nécessaires. Quand j'ai annoncé cette décision à Thomas, il a eu les larmes aux yeux. « Maman, tu n'es pas obligée. » Je ne le fais pas par obligation. Je le fais parce que Léa mérite d'avoir des possibilités, quoi qu'il arrive. Ma petite fille venait désormais me voir tous les dimanches. Parfois Thomas l'amenait, d'autres fois c'était Madeleine. Nous avions établi une routine. Le matin, nous préparions des crêpes ensemble. L'après-midi, nous descendions sur la plage ramasser des coquillages ou construire des châteaux de sable. Léa avait son propre coin dans mon appartement avec des livres, des crayons de couleur et quelques jouets. Un dimanche, alors que nous observions les mouettes depuis mon balcon, elle m'a demandé « Mamie, pourquoi papa et maman ne vivent plus ensemble ?» J'ai choisi mes mots avec soin. Parfois, les adultes réalisent qu'ils sont plus heureux séparément. Mais cela ne change rien à l'amour qu'ils ont pour toi. Et toi, tu es heureuse ici ? Oui, ma chérie, très heureuse. Et c'était vrai. Ma vie s'était simplifiée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je m'étais inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel. J'avais rejoint un club de lecture. Sylvie et moi déjeunions ensemble chaque mercredi. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais du temps pour moi. Un soir, alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon, Thomas m'a appelé. « Maman, je voulais juste te dire merci. » Merci pourquoi ? Pour m'avoir montré qu'on peut poser des limites tout en continuant à aimer. Pour m'avoir appris, même durement, que le respect est aussi important que l'affection. Tu m'as donné une leçon que je n'oublierai jamais. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que ma décision de vendre la maison n'avait pas détruit notre famille. Elle l'avait reconfigurée sur des bases plus saines. Thomas apprenait à être responsable. Léa grandissait entourée d'amour, même si sa famille était différente de ce qu'elle avait connu. Et moi, j'avais retrouvé ma dignité. Ma nouvelle vie à Saint-Malo n'était pas luxueuse, mais elle était mienne. Chaque matin, je me réveillais sans cette anxiété sourde qui m'accompagnait depuis des années. Je n'attendais plus de reconnaissance qui ne venait pas. Je ne sacrifiais plus mon bien-être pour des gens qui ne le valorisaient pas. J'avais appris que l'amour maternel ne signifiait pas tout accepter, qu'établir des limites n'était pas de l'égoïsme, que se respecter soi-même était le premier pas vers des relations authentiques. 4 mois s'étaient écoulés depuis la séparation de Thomas et Céline. La garde alternée semblait fonctionner correctement. Léa passait 1 semaine chez son père, 1 semaine chez sa mère, et chaque dimanche avec moi. Un équilibre fragile, mais tenable. Ce matin-là, le téléphone a sonné à 7 heures. C'était Madeleine, et sa voix tremblait. « Claire, Céline a disparu avec Léa. » Mon sang s'est glacé. Comment cela, disparu ? Elle devait déposer Léa à l'école ce matin. L'institutrice a appelé, inquiète de l'absence. J'ai essayé de joindre Céline. Son téléphone est éteint. Elle n'est pas à son appartement. Thomas est déjà en route vers le commissariat. J'ai attrapé mes clés et mon sac sans même finir mon café. En conduisant vers Rennes, mes mains tremblaient sur le volant. Léa. Ma petite Léa de 5 ans, prise au milieu d'une décision adulte qu'elle ne pouvait pas comprendre. Au commissariat, Thomas faisait sa déposition. Son visage était d'une pâleur effrayante. Un officier prenait des notes méthodiquement. « Monsieur Moreau,
Existe-t-il des endroits où votre ex-épouse aurait pu emmener votre fille? De la famille? Des amis? Thomas a secoué la tête. La famille de Céline se résume à sa mère, qui est ici. Elle a peu d'amis proches. Attendez. Il s'est redressé soudainement. Ricardo, son ancien petit ami de l'université, ils sont restés en contact. Il vit en Espagne depuis plusieurs années, près de Barcelone. L'officier a noté l'information. Nous allons alerter les postes frontières et les autorités espagnoles. Avec la décision du juge aux affaires familiales établissant la garde alternée, votre ex-épouse n'a pas le droit de quitter le territoire français avec l'enfant sans votre autorisation écrite. Nous sommes rentrés chez Madeleine. Elle vivait dans un appartement confortable à Rennes où Céline avait emménagé après la séparation. Madeleine nous a conduits directement à la chambre de sa fille. J'ai trouvé ceci ce matin en cherchant des indices. Elle nous a tendu une enveloppe contenant des billets de train pour Barcelone au nom de Céline et Léa, datés de la veille. Il y avait aussi une lettre manuscrite. Thomas l'a lue à voix haute, sa voix se brisant à plusieurs reprises. « Maman, quand tu liras ceci, nous serons déjà loin. Je ne peux plus supporter cette situation. Léa mérite une vie stable, pas ces allers-retours constants. Ricardo nous accueille le temps que je trouve un travail là-bas. Ne cherche pas à nous retrouver. C'est mieux ainsi. Je t'appellerai quand nous serons installés. » Céline. La colère montait dans la voix de Thomas. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas enlever ma fille. Madeleine pleurait silencieusement. Je suis désolée. J'aurais dû voir les signes. Ces dernières semaines, elle était différente, nerveuse, secrète. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit doucement, posant ma main sur son épaule. Les heures suivantes ont été interminables. Nous attendions, le téléphone à portée de main, sursautant à chaque notification. Thomas marchait de long en large, incapable de rester assis. Madeleine préparait du thé que personne ne buvait. Vers 23 heures, le téléphone de Thomas a enfin sonné. Le commissariat. « Monsieur Moreau, nous avons localisé votre fille. Elle est avec sa mère dans un hôtel à Perpignan, près de la frontière espagnole. La police locale les a interceptés grâce à l'alerte que nous avions lancée. Votre fille va bien. » Thomas s'est effondré sur le canapé, submergé par le soulagement. « Quand puis-je aller la chercher ?» Un officier de la protection de l'enfance vous contactera demain matin pour organiser son retour. Votre ex-épouse reste en garde à vue pour le moment. Cette nuit-là, aucun de nous trois n'a vraiment dormi. Nous sommes restés dans le salon de Madeleine, parlant peu, chacun perdu dans ses pensées. Le lendemain, Thomas est parti pour Perpignan, accompagné d'une assistante sociale. Madeleine et moi sommes restés ensemble, unis par notre inquiétude commune pour Léa. « Je ne comprends pas comment ma fille a pu en arriver là, » a murmuré Madeleine. « J'ai essayé de l'élever avec des valeurs, du respect. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions sous la pression, même en croyant bien faire. » Quand Thomas est revenu en fin d'après-midi avec Léa, j'ai couru vers ma petite fille. Elle s'est jetée dans mes bras, tremblante. « Mamie, maman disait qu'on allait vivre dans un endroit avec beaucoup de soleil. Mais je voulais pas partir sans te dire au revoir. Je sais, mon cœur. Maintenant tu es là, c'est tout ce qui compte. » Les jours suivants ont été consacrés aux démarches légales. Céline a été libérée après 48 heures, mais une nouvelle audience devant le juge aux affaires familiales a été programmée en urgence. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard sévère, a écouté attentivement les deux parties. Céline, accompagnée de son avocate, tentait d'expliquer son geste comme un moment d'égarement dû au stress financier et émotionnel. « Madame Lefebvre, » a dit le juge d'une voix ferme, « vous avez délibérément tenté de soustraire votre fille à l'autorité de son père. Vous avez franchi une frontière morale et légale. » La décision est tombée quelques jours plus tard. Thomas obtenait la résidence principale de Léa. Céline conservait un droit de visite, mais uniquement sous supervision, le temps qu'elle suive un programme de thérapie familiale obligatoire. En sortant du tribunal, Thomas s'est tourné vers moi. « Maman, je voudrais que tu sois présente dans la vie de Léa autant que possible. Elle a besoin de stabilité. Je serai toujours là pour elle. » Madeleine, malgré sa douleur de voir sa fille affronter ses conséquences, est devenue une alliée précieuse.
Elle a proposé de superviser certaines rencontres entre Céline et Léa, créant un environnement neutre où mère et fille pouvaient maintenir un lien. Cette crise a révélé quelque chose d'important. Quand on pose des limites saines, même si cela provoque des turbulences temporaires, on protège finalement ceux qu'on aime. Ma décision de vendre la maison avait déclenché une série d'événements douloureux, mais nécessaires. Sans cela, nous serions tous restés prisonniers d'une dynamique destructrice. 6 mois se sont écoulés depuis cette terrible tentative de fuite. La vie a trouvé un nouvel équilibre, différent de ce que j'aurais imaginé, mais plus sain pour nous tous. Thomas a loué un appartement spacieux à Rennes, suffisamment grand pour que Léa ait sa propre chambre. Ma petite fille vit désormais principalement avec son père, mais elle passe 3 après-midi par semaine avec moi après l'école. Je la cherche à 16 heures, nous goûtons ensemble, faisons les devoirs, puis Thomas vient la récupérer après son travail. Les dimanches sont devenus sacrés. Nous nous retrouvons tous les 3 sur la plage de Saint-Malo. Thomas apporte un pique-nique, Léa court ramasser des coquillages, et nous partageons ces moments simples qui tissent les véritables liens familiaux. Céline, après 4 mois de thérapie, a progressivement retrouvé un droit de visite élargi. Les rencontres ne sont plus systématiquement supervisées. Madeleine organise parfois des après-midi où mère et fille peuvent se retrouver dans un cadre apaisant. Je vois Céline différemment maintenant. Non pas avec rancœur, mais avec une forme de compassion détachée. Elle a fait des erreurs graves, mais elle reste la mère de Léa. Un dimanche après-midi, alors que Thomas et moi regardions Léa construire un château de sable élaboré, il m'a posé une question inattendue. « Maman, regrettes-tu d'avoir vendu la maison ?» J'ai réfléchi avant de répondre, observant ma petite fille qui décorait consciencieusement sa construction avec des algues et des coquillages. « Non, Thomas. Pas une seconde. Cette décision m'a permis de retrouver ma dignité. Elle t'a obligé à ouvrir les yeux sur ta propre vie. Elle nous a tous forcés à grandir. Tu as eu raison, a-t-il admis simplement. J'étais devenu un homme qui ne me ressemblait plus. J'avais oublié les valeurs que tu m'avais enseignées. Le respect, l'honnêteté, la reconnaissance. Nous apprenons tous à notre rythme. Il a souri tristement. Tu sais ce qui m'impressionne le plus ? Tu n'as jamais utilisé Léa comme arme. Tu aurais pu essayer de m'éloigner de Céline, de parler mal d'elle devant notre fille. Tu ne l'as jamais fait. Léa mérite d'avoir une mère, même imparfaite. Mon rôle n'est pas de détruire ce lien, mais de lui offrir un refuge stable. Léa est venue en courant vers nous, les joues rosies par le vent marin. « Mamie, papa, venez voir. J'ai fait une place pour chacun dans mon château, même pour maman, pour quand elle pourra venir à la plage avec nous. » Cette phrase m'a émue profondément. Malgré tout ce qui s'était passé, cet enfant gardait son cœur ouvert, sa capacité à aimer sans rancune. C'était peut-être la plus belle leçon de toute cette histoire. En la suivant vers son château de sable, j'ai repensé à mon parcours. Il y a 1 an, j'étais une femme qui s'oubliait constamment pour les autres, qui mendiait de l'affection, qui acceptait les miettes qu'on voulait bien lui donner. Aujourd'hui, je suis une femme qui connaît sa valeur. Mon appartement face à la mer n'est pas luxueux, mais c'est mon sanctuaire. J'y peins des aquarelles médiocres, mais qui me procurent une joie immense. Je lis des romans que je choisis librement. Je déjeune avec Sylvie chaque mercredi et nous rions comme des adolescentes. J'ai rejoint un club de marche nordique et découvert que j'aime l'exercice physique. Thomas vient dîner chez moi 1 fois par semaine, juste nous 2. Nous parlons de tout, de son travail, de ses projets, de ses peurs aussi. Il me parle d'une collègue qu'il trouve intéressante, et j'écoute avec un sourire, heureuse qu'il envisage de nouveau l'amour. Cette fois, je choisirai mieux, m'a-t-il confié un soir. J'ai compris qu'une relation saine se construit sur le respect mutuel, pas sur la domination ou la manipulation. Même Madeleine est devenue une amie. Nous prenons parfois un thé ensemble quand elle vient déposer Léa. Elle me parle de Céline, de ses progrès en thérapie, de ses regrets aussi. Elle commence à comprendre, m'a-t-elle dit récemment, que le problème n'était pas vous, mais sa propre insécurité. Elle vous voyait comme une menace, alors que vous ne vouliez que le bonheur de votre fils. Ce qui me remplit de fierté, c'est le fonds éducatif que j'ai créé pour Léa. 30 000 € qui grandiront avec les intérêts, garantissant que ma petite fille pourra choisir librement ses études.
Quoi qu'il arrive dans la vie de ses parents, son avenir éducatif est protégé. Hier soir, en rangeant mes aquarelles, j'ai retrouvé une photo de l'ancienne maison de Cancale. Je l'ai regardée longuement, cherchant en moi de la nostalgie ou du regret. Je n'ai ressenti que de la gratitude. Gratitude d'avoir eu le courage de dire non. Gratitude d'avoir choisi ma dignité plutôt que la facilité. Gratitude d'avoir montré à mon fils qu'aimer quelqu'un ne signifie pas tout accepter. Cette maison n'était qu'un ensemble de pierres et de mortiers. Le véritable foyer, je l'ai découvert, se construit avec du respect, de l'honnêteté et des limites saines. En regardant le coucher de soleil depuis mon balcon ce soir, avec une tasse de thé à la main et le bruit des vagues en fond sonore, je réalise que j'ai 62 ans et que ma vie vient vraiment de commencer. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se respecter. Que l'amour maternel ne signifie pas le sacrifice absolu de soi. Que poser des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Que parfois, il faut lâcher prise pour permettre à ceux qu'on aime de grandir. Mon histoire n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. De ces cendres de déception accumulées est née une femme qui se connaît enfin, qui s'aime enfin, qui vit enfin pour elle-même tout en restant présente pour ceux qu'elle aime. Et quand Léa sera plus grande, je lui raconterai peut-être cette histoire, pour qu'elle sache que sa grand-mère n'a pas toujours été cette femme sereine qui habite face à la mer, qu'elle a dû apprendre, parfois durement, à défendre sa propre valeur, et surtout pour qu'elle comprenne qu'on peut aimer profondément, tout en se respectant soi-même. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle présente un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.